Sur l'accueil des réfugiés, Manuel Valls dit qu'il faut rester sur les dispositifs actuels. Benoît Hamon dit qu'on peut accueillir davantage de réfugiés. Yann Chailloux, est-ce que vous êtes moins généreux que Benoît Hamon ou est-ce que vous êtes plus crédible ou plus réaliste? Sur les migrants, sur les réfugiés, moi je pense que déjà si on pouvait respecter nos engagements européens, donc c'est-à-dire recréer des moyens et recréer aussi de la solidarité là encore pour accueillir dans de bonnes conditions les personnes qui arrivent chez nous, je pense que déjà on aura fait beaucoup, on aura fait un bon chemin. Aujourd'hui, il faut quand même être honnête avec ce qui se passe en France et qu'on est incapable d'accueillir et d'accueillir bien. On l'a vu, on a réussi à démanteler la jungle de Calais de manière quand même très humble et très... Mais elle est en train de se reconstituer pour essayer... Et donc ce qu'il faut, c'est justement créer des moyens pour qu'il n'y ait pas de jungle comme ce qui s'est passé à Calais. Voilà. Moi je pense qu'aujourd'hui il faut recréer des moyens là-dessus. C'est pour ça que s'engager plus, pourquoi pas, mais sauf qu'aujourd'hui si on n'arrive même pas à accueillir déjà ce pourquoi on s'est engagé, c'est compliqué. Cet été, quand j'écoutais les discours de Manuel Valls, la primaire, la thématique principale allait être sur l'identitaire. Bon, on peut voir qu'aujourd'hui, grâce à Benoît Hamon, on est passé à d'autres sujets, plus sur les préoccupations de gauche, qui sont sur l'aspect social. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est étroitement lié quand même à l'accueil des réfugiés. Deuxième point, la France, pays des droits de l'homme, a accueilli des réfugiés, mais au regard de ce qu'a fait l'Allemagne, je ne veux pas dire qu'on est ridicule, mais on est quand même bien en deçà de nos capacités. Ça a valu quand même des sujets de polémique qui aujourd'hui, on n'a pas été ferme dans nos convictions. Quand je vois certaines affiches diffusées par l'extrême droite et auxquelles ça fait vaciller certains bras de l'État, je me dis qu'il aurait fallu être plus strict dans nos convictions et accueillir beaucoup plus de réfugiés et profiter justement du fait qu'il y avait des migrants qui arrivaient sur les côtes européennes pour que justement on puisse valoriser ce qu'est la diversité culturelle, ce qui est le métissage et ce qui a été la force de la France à avoir et à intégrer au fur et à mesure des siècles et des siècles un certain nombre de gens qui venaient de d'autres horizons et de d'autres terres. Donc moi je suis fondamentalement un engagé humaniste sur l'accueil des deux rives. Vous pensez que les Français sont prêts à entendre ce discours? Alors ils sont prêts si on met de la pédagogie et qu'on les amène à leur faire comprendre que les gens qui sont migrants aujourd'hui sont des gens qui fuient la guerre, qui fuient la misère et qui fuient derrière le dérèglement climatique. Et que ça, l'idée, c'est pas de leur prendre un petit peu de ce qu'ils ont, c'est pas ça, mais c'est de rappeler le principe de solidarité. Sur l'environnement, j'ai bien entendu et surtout lu Benoît Hamon. Il souhaiterait en fait une réduction sur le parc automobile du diesel. Hein, le diesel qui constitue la majorité aujourd'hui du parc auto, c'est 62%. Est-ce que c'est réalisable ça, 2025? Est-ce qu'on n'est pas là pour le coup sur du temps trop court? C'est un engagement, à partir du moment où il y a un engagement... Mais est-ce que c'est jouable? Est-ce que c'est envisageable? Il va y avoir des transformations. On parle aujourd'hui de la voiture intelligente qui va conduire toute seule. Je veux dire, ça se bouscule très très vite. L'ère numérique a amené plein de transformations. Aujourd'hui, on est en capacité de pouvoir produire des véhicules dits propres avec des énergies alternatives. On a plusieurs process, il suffit juste de l'industrialiser. Non mais ça existe, mais ça, c'est une volonté. C'est pas industrialisé. Est-ce que les citoyens ont les moyens justement C'est de l'incitation, c'est toujours ce qu'on a fait. Il y a de l'incitation d'un côté, et puis forcément, il y aura un principe de répression de l'autre. C'est-à-dire que si on veut abandonner le diesel à l'horizon 2025, ça veut dire qu'il va y avoir des incitations pour que les véhicules actuels soient repris pour qu'on puisse prendre des véhicules dits propres. Il va y avoir des incitations aujourd'hui dans les collectivités locales. Coûte beaucoup plus cher qu'un véhicule diesel lambda, hein, on est bien d'accord. C'est pareil, il faut des incitations parce que l'industrialisation n'est pas encore au point. Qu'est-ce qui fait baisser, qu'est-ce qui régule les coûts? C'est l'industrialisation de masse. À partir du moment où on sera dans une industrialisation de masse sur des véhicules dits propres, les coûts vont forcément baisser. Quand je regarde ce qui se passe en Inde, par exemple, même si le coût du travail est complètement différent, ils sont capables, parce qu'à l'échelle du pays, c'est beaucoup plus important, de produire des véhicules beaucoup moins chers qu'en Europe. Donc il suffit d'industrialiser le véhicule propre avec des énergies alternatives. Du coup, sur les projets environnementaux, écologiques,
de Manuel Valls et de Benoît Hamon, on est à peu près à quelques spécificités. Le programme de Benoît Hamon a l'air plus écologiste, ou en tout cas il le revendique comme tel. Il le revendique comme tel. Mais hier Manuel Valls disait que son modèle était aussi un modèle écologique. Et alors je ne sais plus comment il l'a dit exactement, j'ai dû le tweeter. Mais voilà, je trouve que globalement c'est plutôt un point d'accord là-dessus. Manuel Valls parle aussi d'encouragement de la voiture propre. Il n'y a pas d'horizon, mais il faut l'encourager. La question du cannabis. Donc c'est un sujet aujourd'hui de société certes, mais de santé publique, de sécurité, d'économie souterraine surtout. Benoît Hamon donc souhaite légaliser le cannabis. Dépénaliser. Alors la différence, ça c'est important. Légaliser ou dépénaliser? Dépénaliser. Donc qu'est-ce que ça engendre? Alors sur le sujet du cannabis, vous l'avez situé, il y a une économie souterraine aujourd'hui auquel toutes les politiques qui ont pu être mises en place, que ce soit de prévention ou de répression, n'ont pas abouti. De prévention parce que je pense qu'il n'y a pas assez de moyens qui ont été mis en œuvre et qu'à un moment donné, il faut bien trouver une capacité à pouvoir développer plus de moyens, notamment par le biais d'éducation nationale, dans les collèges, dans les lycées et dans tout ce qui touche la vie publique au niveau des structures type maison de jeunesse, etc. C'est un sujet quand même qui doit être débattu. Donc sur cet aspect-là, ça me semble important. Le deuxième point, il y a une économie souterraine qui fait qu'aujourd'hui, un certain nombre de personnes, on va dire des jeunes, vivent de cette économie souterraine, ne payent pas d'impôts sur le sujet, vendent des produits et sont en marge de la société et en marge du monde économique. Et derrière, les modes de répression sont inopérants. C'est-à-dire qu'on va en choper 2 de temps en temps, qu'on va mettre derrière les barreaux, et il y en a 3 autres qui prennent le relais. On dépénalise, premièrement, pour réguler le système aujourd'hui. C'est-à-dire, le fait de le dépénaliser, ça permet derrière, de le réguler, de permettre à une structure ad hoc, soit les bureaux de tabac, soit les pharmacies, mais une structure qui puisse réglementer, le contrôler, de façon à ce qu'on puisse l'acheter, et que ceux qui l'achètent, en même temps, payent une TVA et payent des taxes, comme on a pour le tabac, comme on l'a pour l'alcool. C'est le principe même de pouvoir rendre un service qui existe aujourd'hui, qui est consommé aujourd'hui à titre récréatif ou à titre en termes de santé, de thérapie, c'est de permettre aujourd'hui qu'il puisse être simplement permettre à des gens qui sont hors la loi et qui sont en grand nombre, de leur permettre aujourd'hui de rentrer sous le coup de la loi. Et puis ça permet financièrement, je veux dire, c'est non négligeable de rendre une économie souterraine à une économie réelle. C'est une drogue, le cannabis? Une drogue douce. Ça dépend de l'usage et de la consommation. Je crois que Manuel Valls a été très clair, je crois que c'était dans le 2e ou 3e débat sur ce sujet. Voilà, il est contre à la fois la dépénalisation et la légalisation. Voilà, honnêtement, quand on parlait de rêve tout à l'heure, je pense honnêtement que la présidentielle, ça ne joue pas là-dessus. Ça peut être un débat. C'est un débat sociétal. On sait que ce sera un sujet de société néanmoins un sujet évoqué. Sociétal qui sera probablement évoqué, mais c'est pas la pierre angulaire d'un projet présidentiel. Pour moi, le président de la République, il doit parler effectivement de travail, de vision du travail, de vision de la laïcité, de vision de la santé, parce que le cannabis c'est aussi une question de santé. Sur la question, Manuel Valls répète à longueur de temps qu'on fait trop de curatifs, pas assez de préventif. Ça me semble super. Mais c'est une question aussi de sécurité publique, parce qu'il est quand même au quotidien question quand même voilà, de l'insécurité générée par le trafic de drogue, et en l'occurrence le cannabis. La dépénalisation ou la légalisation n'empêche pas les trafics. Ça ne l'empêche pas. On en aura toujours. Donc, David Jacquet. Je suis pas d'accord. Ça n'empêchera pas les trafics, mais ça va fortement les diminuer. Parce qu'il y aura toujours des trafics d'armes, trafic de drogue dure, mais ça va fortement les diminuer, avec derrière une réorientation des forces de police. On voit bien aujourd'hui que dans un certain nombre d'endroits, il suffit d'écouter, entre les différentes actions liées à la protection du territoire, aux actes terroristes et à l'élucidation des affaires, les délits liés au cannabis leur prennent énormément de temps, et donc il y a aussi cet espace-là de pouvoir réorganiser les services de la police intérieure qui soit plus en phase avec les attentes plutôt que de s'occuper d'un certain nombre de trafics qui aujourd'hui posent des problèmes sur les questions de sécurité intérieure. Là aussi on a l'impression que tout vous oppose. Vous allez me dire que non, qu'il y a encore des nuances. On a d'un côté Manuel Valls qui entend construire
30 000 places de prison supplémentaires, ce qui est pas rien. Et de l'autre, Benoît Hamon, qui veut favoriser, lui, les alternatives à la prison. Alors, je m'adresse à David Jacquet. Quelles sont justement ces alternatives? Alors, construire des places de prison, c'était déjà le projet de Nicolas Sarkozy quand il était président. On voit bien que le temps que ça met et que ça ne règle pas le problème. Les alternatives à la prison. L'idée, c'est pas que la surpopulation carcérale est une réalité. C'est ça. Donc, comme il y a une réalité sur la surpopulation carcérale, il faut trouver un mixte. Le mixte, c'est aujourd'hui de permettre, notamment sur des courtes peines, à des personnes qui seraient condamnées, plutôt que d'être enfermées. Et on sait très bien que quand on enferme quelqu'un en prison, le taux de récidive est important parce qu'à l'intérieur de la prison, malheureusement, le mécanisme qui est mis en place, c'est un mécanisme non pas d'insertion ou de réinsertion, c'est qu'un mécanisme qui amène un certain nombre de gens à commettre de nouveaux délits par la suite, c'est ce qu'on appelle la récidive. Et donc l'alternative, c'est permettre aujourd'hui, ce qui se fait d'ailleurs en Angleterre, c'est permettre aujourd'hui pour des personnes qui ont des courtes peines, sans tout ce qu'on appelle des primo-arrivants, celui qui a été condamné pour la première fois. Mais c'est ce que propose la loi Taubira. Qu'est-ce que ça a de plus ou qu'est-ce que ça apporte de plus? Il faut aller plus loin aujourd'hui. Dans cette Il faut aller plus loin aujourd'hui. À l'incarcération. Voilà, c'est ça. Il faut aller plus loin aujourd'hui sur l'alternative à l'incarcération avec un réel programme de réinsertion professionnelle. Et c'est vrai que sur ces questions-là, Manuel Valls, et du coup ça lui est reproché aussi, a l'air plus à l'aise. Sécurité, est-ce que c'est des anciens ministres de l'Intérieur? Est-ce que c'est des sujets sur lesquels il a un discours plus crédible? La question de la prison, il y a eu la loi effectivement de justice du 21e siècle, qui est une très bonne loi, qui est sûrement une des lois les mieux construites dans ce quinquennat, avec Taubira et Urvoas qui se sont complétés les deux. Donc voilà, je pense que c'est un vrai sujet. Et ensuite, il y a la question de la justice, où il faut que la justice aille plus vite pour prendre ses décisions. Donc il faut engager plus de magistrats. Je crois que Manuel Valls en propose 1000 et 1500 greffiers de plus. C'est pas grand-chose, mais déjà ça pourrait soulager pas mal de tribunaux. Et moi, c'est ce qui me semble important aujourd'hui. Il faut qu'il y ait ce minimum-là pour qu'on puisse à la fois lutter contre la récidive et faire en sorte que les peines puissent être prises plus rapidement. Et j'avais vous avez rajouté quelque chose chose juste sur la prison, pour aller dans le sens de Yann, j'habite dans le nord du Loiret, sur Artenay, la prison de Saran. Elle est déjà surpeuplée. C'est ça, déjà surpeuplée, et à l'époque, quand il s'agissait de choisir où elle allait être implantée. Ceci dit, elle l'est parce qu'il y a 2 ailes qui sont fermées là, suite d'inondation, sinon elle ne serait pas. Elle était déjà un peu avant. Les cellules prévues pour 2 détenus, c'était pas rare qu'il y ait un 3e matelas qui soit au sol. Donc déjà, on était dans une promiscuité et une concentration des détenus. Mais pour revenir sur ce sujet, qui est un sujet, je suis d'accord avec Yann sur le sujet tabou. Je donne l'exemple de Saran, parce qu'elle a été construite sur Saran, et à l'époque, je connaissais bien le maire de Sercotte, qui est la petite commune qui est à côté, qui a fait toute sa campagne municipale sur non à la prison. Voilà. Non à la prison, ça va nous amener des délinquants, ça va nous amener des gens qui vont commettre des délits, etc. Sauf que toutes les statistiques montrent aujourd'hui que quand on construit une prison, à 15 km aux alentours, c'est là où il y a le taux de délit le plus faible. Vous voyez, donc ça crée de la dynamique économique parce qu'il y a des gens qui y travaillent, qui consomment, qui vivent, qui y habitent. Vous voyez, donc c'est l'image. L'image de la prison est une image aujourd'hui délétère. Construire des places nouvelles de prison. Moi, je vous dirais que ça s'oppose à la rénovation aujourd'hui des prisons et que avant de construire peut-être des places de prison, il faut quand même rénover un certain nombre de maisons d'arrêt. Je pense à celle de Marseille qui est dans un état lamentable et qui sont aujourd'hui contraires à la Charte des droits de l'homme européen sur le fait, sur les détenus et les conditions dans lesquelles ils sont incarcérés. Donc peut-être travaillons-nous. Voilà, il serait peut-être intéressant sur les rénovations, plutôt que de construire des places nouvelles et que sur le même budget, on ait une absence de rénovation qui soit profonde. Non, mais la rénovation ne permet pas d'avoir des places supplémentaires. Donc Non, c'est pour ça qu'il faut prévoir l'alternative à l'incarcération. Vous voyez, c'est un peu le principe, c'est ce qui s'appelle renouveler le parc immobilier, si je peux me permettre, au niveau des prisons, parce que de toute façon, les budgets ne seront pas extensibles, et de travailler sur l'alternative. C'est important de travailler sur l'alternative parce qu'aujourd'hui, trop peu de choses sont faites autour des prisonniers qui sont avec bracelet électronique pour leur permettre des facilités d'accès au monde de l'emploi, pour leur permettre des facilités
à l'accès à la formation. Il y a eu la loi effectivement de justice du 21e siècle, qui est une très bonne loi, qui est sûrement une des lois les mieux construites dans ce quinquennat, avec Taubira et Urvoas qui se sont complétés les deux. Donc voilà, je pense que c'est un vrai sujet. Et ensuite, il y a la question de la justice, où il faut que la justice aille plus vite pour prendre ses décisions. Il faut engager plus de magistrats. Je crois que Manuel Valls en propose 1000 et 1500 greffiers de plus. C'est pas grand-chose, mais déjà ça pourrait soulager pas mal de tribunaux. Et moi, c'est ce qui me semble important aujourd'hui. Il faut qu'il y ait ce minimum-là pour qu'on puisse à la fois lutter contre la récidive et faire en sorte que les peines puissent être prises plus rapidement. Est-ce qu'il faut travailler plus ou est-ce qu'il faut travailler moins ? On est quand même dans deux conceptions du travail qui sont pour le coup là radicalement différentes. Je me permets de faire une incise, c'est juste que quand Manuel Valls dit on va défiscaliser les heures supplémentaires, c'est pas pour travailler plus ou ne pas partager le travail. L'idée de ça, c'est juste d'avoir plus de pouvoir d'achat et donc d'agir sur une politique économique au niveau de la demande. Non mais ça revient au vieux débat de la gauche. Est-ce que le travail est une aliénation ou est-ce que c'est une émancipation ? Manuel Valls a de penser que ça peut être une émancipation via la défiscalisation des heures supplémentaires. À l'inverse, Benoît Hamon a l'air de penser que ça peut être une aliénation. C'est quand même une différence essentielle. Moi je vais revenir d'abord sur la crédibilité. Ça me semble important. Je pense qu'hier dans le débat, Benoît Hamon a bien démontré que ses propositions étaient crédibles en soi sur le revenu minimum d'existence. C'est pas au 1er janvier 2017 qu'il met en place un revenu minimum d'existence à la hauteur de 400 milliards. Hein, c'est très clairement dit. Il cible aujourd'hui les jeunes, 18-25 ans, très fragilisés, notamment dans le cadre de l'accès au monde du travail. Aujourd'hui, ceux qui font des études, qui ont des difficultés, et il cible ceux qui sont dans les minima sociaux. 45 milliards d'euros. C'est ça, avec derrière un soutien de grands économistes comme Thomas Piketty ou Dominique Boeda, qui eux amènent derrière des nuances sur la façon dont ça pourrait être fait, avec une progressivité sur le salariat, notamment ceux qui sont aujourd'hui avec des salaires qui sont inférieurs à 2000 € net, ce qui fait qu'il pourrait y avoir un plus dans le cadre du pouvoir d'achat. Donc on est bien dans une redistribution des richesses, et que ce revenu minimum d'existence, ça serait un sujet intéressant et débattu, qui permettrait non pas de redistribuer, comme j'ai pu l'entendre dire, de façon caricaturale, à tout le monde, sans défiscalisation, hein, mais bien de pouvoir le donner à ceux qui en ont le plus besoin, et avec des nuances derrière, ce qui permettrait à chacun d'avoir ce que l'on appelle, dans ce revenu minimum d'existence, une capacité à avoir des revenus décents. Vous voyez, hein, c'est un peu le point de convergence. Quid de cette fameuse valeur travail Alors, sur cette valeur travail... Est-ce que c'est un bon signal, notamment pour ces jeunes, que vous ciblez, les 18-25 ans ? Alors, moi, je vais vous donner 3 exemples sur cette valeur travail. Moi, j'ai pas senti qu'il y avait une fracture à gauche sur ce sujet-là. Bien au contraire. Bien au contraire, c'est que Benoît Hamon a parlé de raréfaction du travail. Il n'a pas parlé de la fin du travail. Il a parlé de raréfaction. Ce qui veut donc dire que dans la raréfaction, dans les années à venir, si le travail se raréfie, il faut bien qu'on trouve d'autres moyens aujourd'hui pour que les citoyens puissent tout simplement vivre décemment. Ça peut être le bénévole dans une association qui, par le biais du revenu minimum d'existence, pourra continuer à avoir son activité et en même temps pouvoir avoir un minimum décent. Ça peut être l'étudiant qui aujourd'hui va continuer des études, ça peut être celui qui se forme tout au long de la vie. Donc on est bien dans cette notion-là. Il parle aussi de la robotisation. Dans la robotisation, on est bien sur l'accès industriel et tout ce qui touche l'industrialisation. Et donc il amène une taxation sur les robots. Cette taxation sur les robots, c'est pas pour être non compétitif au niveau mondial vis-à-vis des entreprises, c'est pas ça. C'est de permettre aujourd'hui à des entreprises, à partir du moment où elles remplacent l'homme par le robot, derrière, dans notre société, ça a un coût. Et ce coût-là, elles participeront aussi dans le cadre d'une redistribution. Et donc, sur cette notion du travail, cette valeur travail, ouais. Voilà, sur cette notion du travail, moi j'y vois quand même une notion d'émancipation, hein, dans les propositions de Benoît Hamon, parce que justement ça amène le choix de pouvoir exercer une profession quand on en a un intérêt et une évolution, et quand par moment dans la vie fait qu'il faut pouvoir vous remettre sur d'autres filières, vous réorienter, problèmes de santé ou autres,
vous allez avoir une possibilité de pouvoir vivre décemment. Concernant ce que propose Manuel Valls. Sur l'économie, question sociale, est-ce que Voilà. c'est des vieilles recettes? Alors moi je ne dirais pas que ce sont des vieilles recettes. Je vous dirais que c'est une vision à court terme. Et la différence qu'il y a entre Benoît Hamon et Manuel Valls sur le sujet, c'est que Benoît Hamon propose une vision à plus long terme. Certes, teintée d'utopie, comme le souligne Manuel Valls par moment, certes teintée de rêve, voire d'illusion, comme il a pu le tenir dans ses propos, mais c'est une vision à long terme auquel j'ai le sentiment que les électeurs de gauche aujourd'hui, c'est ce qu'ils attendent. Ils n'attendent pas obligatoirement des premières décisions qui vont être prises en juin 2017. Ce qu'ils attendent aussi, c'est que la gauche puisse, dans son logiciel, proposer une vision pour le pays qui dépasse aujourd'hui tout ce qui a été fait et qui permet de nous réconcilier avec le peuple de gauche. Le PS a besoin de rêver? Alors, je dirais que c'est pas que le PS, les citoyens, au sens large, ont besoin de rêver et d'en réaliser quelques-uns. C'était mes vœux de cette année, vous voyez. Hein. C'est aussi ce que proposait Jacques Brel dans une de ses formidables chansons. Voilà, faites plein de rêves et essayez d'en réaliser quelques-uns. Je pense que au-delà du PS, c'est la gauche qui a besoin de rêver. Ça ne veut pas dire qu'en rêvant, elle va rester à côté du pays sans solution pragmatique. C'est pas ça du tout. Et c'est par le biais du rêve, on peut être amené aujourd'hui à faire des choix et à proposer une vision dans le pays qui amènera forcément à des propositions qui seront mises en place concrètement, qui sont liées à la redistribution, qui sont liées au progrès social, qui correspondent à nos valeurs. Hein. A contrario, par contre, Manuel Valls, qui était aux manettes, ne rêve plus. A fini de rêver. Alors au contraire, moi je trouve que c'est pas si binaire. C'est-à-dire que Manuel Valls hier l'a redit. Il ne s'agit pas dans cette élection présidentielle uniquement effectivement de faire des rêves, mais il faut être dans l'action. Et donc il ne faut pas juste opposer le rêve à l'action. Ça va ensemble évidemment. Et le Parti socialiste a besoin d'imagination, de rêves, de débats. Mais ce qu'il faut avant tout, c'est qu'on puisse être dans l'action et qu'on puisse gagner cette élection présidentielle. Et c'est d'ailleurs, je pense, pas une fracture, mais une nuance. Même pas une nuance, vraiment une vision qui va être différente de la présidentielle entre les militants. Je ne parle pas des cadres, je parle vraiment des militants. Il y a les militants qui n'y croient plus. Et il y a les militants qui y croient encore. Et moi, je pense que cette élection présidentielle, on peut encore la gagner, que la gauche, elle peut gagner l'élection présidentielle, que rien n'est écrit, Manuel Valls l'a dit.